L'enregistrement a démarré. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là avec nous ce matin, cette belle journée, enfin, à Paris, pour cette septième séance du séminaire météo et SHS, co-organisée par Météo France et le CET, le Centre d'études de l'emploi et du travail, et le CNAM. Donc aujourd'hui, on va parler de la question de l'intégration du changement climatique dans l'aménagement des villes. Question éminemment actuelle, puisque d'une part, la population mondiale dans les villes augmente, a augmenté et continue d'augmenter, puisque selon les projections de l'ONU, en 2050, 68% des humains vivront en ville, en milieu urbain. Et puis, bien sûr, question éminemment actuelle du fait de la crise climatique que nous traversons et du problème du réchauffement climatique et tous les risques qui lui sont liés. Donc, cette question du coup de l'intégration du changement climatique dans l'aménagement des villes, elle se pose avec d'autant plus de force que les politiques d'aménagement et d'urbanisation ont plutôt eu tendance jusque-là, ces 10, 20, 30 dernières années, plus à redoubler les effets du réchauffement climatique aujourd'hui et donc de ces risques, que ce soit en matière de santé de la population, de consommation d'énergie et plus généralement aussi de stress hydrique et thermique qui pèsent sur le vivant. Donc, du coup, ça amène à poser toute une série de questions, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut repenser les politiques d'aménagement, avec quels outils, comment allier des objectifs qui peuvent être parfois contradictoires et comment réfléchir à une véritable transversalité dans ces politiques d'aménagement, en termes de santé publique, de viabilité de la ville, de réduction des consommations d'énergie, etc. Et enfin, évidemment, ça n'épuise pas toutes les autres questions, mais comment organiser la gouvernance de tout ça, donc comment faire participer les différentes parties prenantes qui sont liées à tous ces enjeux. Donc comment réguler la décision, comment accélérer le changement aussi, et comment mettre tout ça en musique. Donc pour discuter de tous ces, d'une partie du moins de ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir Julia Hidalgo et Cinda Westjouve. Donc Julia Hidalgo est chargée de recherche en climatologie urbaine au laboratoire d'Ulysse, donc le laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire à Toulouse. Et Cinda Westjouve est maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement dans le même laboratoire. Et donc elles présenteront en fait le guide qu'elles ont contribué à produire pour la métropole de Toulouse en matière de prise en compte du changement climatique dans l'aménagement de la métropole toulousaine. Et pour réagir à leur intervention à deux voix, on a le plaisir d'accueillir donc Charlotte Alperne, qui est chercheuse en sciences politiques à Sciences Po, au CE et au LIEP, ainsi qu'au Centre des politiques de la Terre. Donc, comme vous avez pu l'entendre au tout début de cette séance, elle est enregistrée et l'enregistrement sera mis en ligne sur la page du séminaire qui est indiquée dans le chat, ou alors vous pouvez taper tout simplement dans Google séminaire météo et SHS et vous trouverez assez facilement la page du séminaire. Avant qu'on démarre, je vais passer la parole à Valérie Masson du CNRM qui appartient au groupe de météorologie à moyenne échelle et qui travaille plus spécifiquement sur les interactions entre ville et climat.
Valérie, c'est à toi. Ah, on t'entend pas. Faut que tu actives ton micro. C'est parce que Marie-Pierre ne voulait pas que je parle. Voilà, c'est bon. Merci Eleanor. Donc, voilà, je voudrais souligner que voilà, ces problématiques d'adaptation et de lien entre ville et changement climatique, c'est des problématiques très interdisciplinaires et avec une histoire de collaboration entre le CNRM et le LIST qui est quand même déjà assez longue. Je me souviens que la première fois qu'on a rencontré Cinda, ça devait être en 2007 ou 2008 à l'école des ponts, hein, dans un amphithéâtre, donc dans l'école des ponts historiques, hein, au centre de Paris. Et où là, on s'est dit, bah, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble entre le CNRM et le LIST. Et c'est là qu'on a fait une première campagne de mesure avec donc des vélos pour mesurer le microclimat urbain et donc les sociologues et urbanistes du LIST qui avaient enquêté auprès des habitants. Mais à l'époque, c'était encore assez disjoint. Et 5 ans plus tard, il y a eu un grand projet qui était coordonné par Cinda, où là, on faisait en même temps les mesures météorologiques et les enquêtes en même temps, de jour, de nuit, avec des groupes qui se promenaient dans Marseille, Paris et Toulouse. Voilà. Donc il y a une tradition de collaboration sur ces aspects, voilà, connaissance du microclimat urbain et de la perception des habitants, comment aussi impliquer, réaménager un petit peu les villes. Et il y avait aussi on l'a fait côté expérimental, il y avait aussi des projets qu'on avait menés en collaboration sur l'adaptation, sur la modélisation du climat des villes futures, en prenant en compte l'évolution des villes, l'évolution du climat et le microclimat urbain, typiquement les lots de chaleur qui aggravent les conséquences sanitaires en ville. Voilà. Et toutes ces études ont été faites aussi en lien avec typiquement l'agence d'urbanisme de Toulouse, d'autres agences d'urbanisme, et puis aussi l'agglomération, donc Toulouse Métropole. Voilà. Donc c'est pour dire que tous ces aspects-là prennent du temps à être faits. Donc là, je trouve que ce qui va être présenté aujourd'hui par Rulia et Sina, c'est un très bel aboutissement. On peut souligner aussi que Rulia, je la connais depuis un peu plus longtemps que Cinda, puisqu'elle a fait sa thèse avec moi sur une campagne de mesure sur Toulouse qui s'appelait Capitoul. Sachant que la campagne de mesure à l'époque, c'était 2004-2005, c'était purement disciplinaire. Et voilà, Rulia a choisi de faire le pas et de faire un travail de recherche complètement interdisciplinaire entre sa formation de météorologue, physicienne de l'atmosphère et maintenant dans un laboratoire de sciences sociales. Donc ça montre vraiment le lien que la problématique ville et changement climatique nécessite de faire dans nos travaux de recherche. Donc je vous laisse maintenant la parole pour votre exposé. Merci beaucoup. Valérie, oui, effectivement, la démarche interdisciplinaire, tu l'as dit, elle est vraiment intéressante et essentielle sur la question de ces enjeux de changement climatique. On essaie justement aussi dans ce séminaire météo SHS de favoriser les synergies et justement ces échanges interdisciplinaires qui sont fondamentaux pour faire bouger nos lignes respectives, qu'elles soient scientifiques ou plus opérationnelles. Alors, avant que je passe la parole à Cinda et à Julia, je vais juste vous dire un mot sur la façon dont on va procéder pour ces 2 heures, un peu moins de 2 heures et demie maintenant, à venir entre nous. Donc, Cinda et Julia vont présenter pendant à peu près 45 minutes max, elles pourront faire moins si elles le souhaitent, bien sûr. On prendra à peu près 10 minutes pour réagir à chaud sur leur intervention. Donc vous aurez la parole, tout le monde aura la parole. Donc je vous propose d'indiquer parole dans le chat et moi je prendrai du coup le tour de parole et on fera des séries de questions
Ensuite, Charlotte interviendra 45 minutes maximum ou moins si elle le souhaite, et on fera ensuite un temps plus général d'échange sur le même modèle. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions particulières, on peut démarrer. Mesdames, c'est à vous la parole. Très bien. Je peux juste dire un petit mot? Ah, Mais d'une façon technique, là, parce que je vois que dans le menu déroulant Jean, il y a presque tout en bas un petit bouton qui s'appelle lever la main. Et en tout cas sur ma machine, donc éventuellement ça peut aider plutôt que de taper dans le chat, je voudrais parler. Pardon pour cette... Alors pas forcément justement parce qu'en fait il n'y a pas forcément tous les écrans des différents participants qui sont visibles, et donc du coup parfois si vous appuyez sur parole, je ne vais pas forcément vous voir parce qu'en fait ça s'encadre en vert et ensuite ça se déclignote. Donc si j'ai 3 ou 4 personnes qui demandent la parole par ce biais-là, je suis pas sûre de voir tout le monde. Mais on peut faire avec les deux moyens, et si jamais ça fonctionne pas, un petit mot sur le chat, comme ça ça reste, on garde une trace de cette demande de prise de parole. Voilà, on peut faire comme ça aussi. Bien, et Cinda, c'est à vous du coup. Très bien, merci. Je pense que vous voyez notre présentation à présent. C'est bien le cas? Parce que du coup, je suis voilà. Moi, je vois que la présentation, je vous vois plus, et normalement, vous voyez aussi ma souris. C'est ça? Je pourrais commenter plus tard les cartes. Bah, du coup, je vais juste démarrer. Je passerai la parole juste après à Cinda. Je voulais déjà vous remercier pour l'invitation. Moi, personnellement, je suis très contente de pouvoir être là aujourd'hui. Comme Valérie l'a dit, Météo France c'est aussi un peu ma maison. J'ai effectué voilà, au CNRM mon stage master, et puis ensuite ma thèse avec Valérie, un long postdoc, et puis voilà, depuis 7 ans maintenant, j'ai intégré l'équipe CIE, le Centre interdisciplinaire d'études urbains, qui est ici au LIST, mais du coup toujours sur ces recherches en climatologie urbaine, mais appliquées aux questions d'urbanisme et à l'interface du coup entre les sciences du climat et plus les études urbaines. Donc voilà, Cinda, je te passe la parole si tu veux te présenter et démarrer la présentation. Ok, merci. Je me joins aux remerciements de Julia donc, pour cette chouette occasion de débattre du travail qu'on a réalisé dans le cadre d'un projet qu'on va vous présenter. Alors que rajouter, effectivement, je suis maître de conférence en urbanisme et aménagement, et je suis moi-même, on va dire, un produit un peu hybride. Je suis ingénieur de génie civil au départ, dans une ville lointaine, mais voilà, j'ai fait une thèse en urbanisme et aménagement, et je suis pleinement ancrée dans les sciences humaines et sociales depuis de nombreuses années maintenant. Mais j'ai de l'appétence pour le travail interdisciplinaire et travailler avec des climatologues essentiellement, mais aussi avec des acousticiens, des spécialistes de qualité de l'air, etc. C'est quelque chose qui me motive particulièrement. Voilà, et donc ça fait un petit moment, effectivement, comme l'a dit Julia et comme l'a dit Valérie, qu'on est en compagnonnage sur ces questions d'adaptation des villes au changement climatique et de prise en compte plus globalement du climat dans la planification et l'aménagement urbain, avec un volet aussi qu'on a développé dans d'autres projets où on s'intéresse plutôt aux questions de perception, représentation des habitants en matière de qualité environnementale intégrant la dimension climat. Donc aujourd'hui, l'invitation qui nous a été faite, c'est pour vous présenter donc un guide de recommandations que l'on a contribué à produire avec Toulouse Métropole dans le cadre d'un projet de recherche sur lequel Julia reviendra ensuite, qui s'appelle MAPUS.
Donc, on voudrait contextualiser un petit peu. Donc, le guide en lui-même est disponible en ligne. Non, pardon, pas encore disponible en ligne. Il vient juste d'être approuvé, on va dire, par les élus référents sur la question. Donc, il n'est pas disponible pour l'instant, mais enfin, il a pas mal circulé déjà auprès des organisateurs du séminaire. Donc, pour contextualiser un petit peu ce travail qui est englobé dans un projet de recherche, en fait, on a bénéficié pour conduire cette recherche déjà d'un contexte national assez favorable, avec d'un côté, on va dire, du côté du champ de l'urbanisme et de l'aménagement, une évolution tout à fait favorable pour la prise en compte du climat dans ce champ. Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent très bien, mais comme il y a un auditoire qui est très hétérogène, si j'ai bien compris, peut-être rappeler rapidement que depuis donc, le Grenelle de l'environnement et les lois qui ont résulté de ce Grenelle, eh bien, le climat, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation aux effets du changement climatique sont devenus donc un élément structurant, on va dire, d'un point de vue technique, un motif de l'urbanisme auprès d'autres motifs plus classiques qui sont notamment la préservation des espaces naturels, agricoles, la maîtrise de l'énergie, etc. Et ceci a été renforcé aussi à partir de 2015 par tout un arsenal juridique qui est venu encore renforcer donc l'importance de cet enjeu climatique dans l'urbanisme et l'aménagement, et puis aussi le décliner à l'échelle plus locale, on va dire, en consacrant d'une part la région et d'autre part les intercommunalités comme étant, si vous voulez, le tandem qui doit porter, qui doit territorialiser les politiques climatiques et énergétiques nationales, donc à l'échelle des territoires. Donc à partir de là, les documents, à partir du Grenelle de l'environnement et puis renforcé par ces changements en 2015, on a un fort verdissement en fait des documents d'urbanisme, que ce soit les SCOT, les PLU. Alors on jargonne beaucoup dans le champ de l'urbanisme et de l'aménagement, je suis désolée. Donc SCOT, pour les non-spécialistes, c'est schéma de cohérence territoriale, qui est un document de planification qui organise le devenir d'un territoire de grande échelle sur du long terme, on va dire. Les PLU, ce sont les plans locaux d'urbanisme, qui sont de plus en plus aujourd'hui PLUI, donc intercommunaux, puisque au départ, ces plans sont à l'échelle de la commune et aujourd'hui, ils s'élaborent à l'échelle plus intercommunale. Et ce sont des documents encore plus stratégiques parce que là, ils réglementent carrément l'usage du sol. Et c'est sur la base de ces plans que l'on, notamment, on instruit les demandes de permis de construire. Donc, c'est vraiment des documents qui sont très, très stratégiques et qui affectent très fortement l'usage des sols. Et donc, à partir de là, il y a eu aussi une éclosion, un développement très très fort de boîtes à outils, on va dire, de guides méthodologiques, de démarches qui visent, donc qui sont souvent développées par l'ADEME, le CEREMA, donc par ce type de structure, et qui visent à aider, accompagner les collectivités qui ont en charge d'intégrer finalement ces enjeux qui restent encore un peu nouveaux quand même, dans les documents de planification urbaine. Donc, du côté, donc on va dire réglementaire, juridique, les choses évoluent. Du côté de la recherche, on a une évolution aussi tout à fait concordante, avec en lien, bien sûr, avec l'évolution de ce contexte sociétal, on va dire, avec une demande sociale forte pour des recherches qui croisent ville, climat et plus généralement environnement. Et puis avec, alors, injonction, peut-être le mot est négatif, mais en tout cas une incitation très très forte à l'interdisciplinarité, d'une part, en sciences, et à la collaboration entre chercheurs et praticiens, on va dire acteurs urbains,
donc pour l'intercognition. Donc une invitation à travailler sur de manière assez appliquée et d'accompagner donc la demande sociale de ces acteurs. Alors du coup, plus localement, tout cela bien sûr a des répercussions. Les acteurs locaux, on va dire du côté de Toulouse, sont engagés comme d'autres villes dans la nécessité d'inscrire cet enjeu dans les politiques urbaines, avec un premier engagement à Toulouse qui date de 2012, avec le premier PCET à l'époque, un plan climat-énergie territorial du Grand Toulouse. Et un engagement aussi un peu concomitant dans des projets de recherche, donc la collectivité qui participe à des projets européens ou nationaux de recherche, j'en cite quelques-uns ici, et qui signent finalement les premiers frottements, on va dire, sur ces thématiques avec les chercheurs locaux, essentiellement donc Météo France, qui est présente à Toulouse, et ça c'est un avantage très fort. Le LIST, qui est un gros laboratoire de sciences sociales avec une équipe en urbanisme, aménagement, études urbaines plus globalement, et puis l'école d'architecture avec le laboratoire de recherche en architecture, etc., et d'autres acteurs. Et puis donc un moment très fort où là on a carrément décidé de travailler concrètement ensemble sur un exercice particulier autour du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est le premier plan local d'urbanisme intercommunal et c'est un PLUIH parce qu'il y a un volet habitat, mais bon, ça on ne va pas rentrer dans le détail. Que la métropole de Toulouse a réalisé et pour lequel donc on va être associé. Météo France, le LIST et puis d'autres partenaires dans le cadre de ce projet MAPUS pour accompagner l'intégration des enjeux énergie-climat. Donc, je ne reviendrai pas sur le cheminement, on va dire, côté recherche, parce que finalement, Valérie, on a esquissé un peu les grands contours. Il a parlé de la campagne de mesure de Capitoul dès 2004. Puis, bon, voilà, des exercices des campagnes de mesure à vélo dans le cadre du PIRV à partir de 2006, du gros projet Acclimat en 2010, à partir de 2010, le gros projet Eureka aussi, et enfin donc MAPUS qui nous intéresse ici plus spécifiquement puisque c'est dans ce cadre-là que ce travail de production du guide a été réalisé. Ça a continué avec d'autres projets, bien évidemment, notamment Pandora qui vient de s'achever, qui est un projet avec l'ADEME et qui est un peu la suite logique, on va dire, de MAPUS. Très bien. Le projet MAPUS a été financé par l'ANR, par l'Agence nationale de la recherche, pour une durée de 5 ans à partir de 2015, et c'était un projet qui était porté par le CNRM, en particulier par Valérie Masson, et qui était co-porté par nous ici au LIST en particulier pour tout ce qui était la coordination des équipes en sciences humaines et sociales. Donc l'objectif un peu général de ce projet était d'essayer d'améliorer, de contribuer à une amélioration de la mise en œuvre des politiques d'économie d'énergie et des gestions du climat pour les villes en France. Donc le terrain d'application était vraiment les villes françaises et les projets qui au montage était déjà au départ fortement interdisciplinaire avec 7 partenaires académiques composés par des climatologues, des géomaticiens, des chercheurs en géographie urbaine, des architectes, des juristes, et je m'excuse parce qu'il manque les sociologues de Paris dans cette liste, et aussi un partenaire institutionnel qui pour nous a été très important, qui était l'AFNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui regroupe une cinquantaine d'agences d'urbanisme en France. L'objectif en fait du projet était à la fois de travailler sur des volets techniques de production des données urbaines, des données de modélisation climatique, mais aussi de travailler sur le cadre réglementaire, une analyse du cadre réglementaire français pour voir qu'est-ce qui est déjà pris en compte, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et on a travaillé avec des juristes de l'environnement, l'équipe d'Aix-en-Provence, qui ont produit une série de fiches où ils décortiquaient un petit peu les différents
les différents aspects réglementaires. On a aussi beaucoup travaillé sur l'analyse, par exemple, des cas exemplaires en France ou étrangers pour voir sur un contexte réglementaire homogène, qu'est-ce qui fait que certaines villes, en fait, sortent mieux dans cette question d'intégration des enjeux climatiques dans leur pratique de planification urbaine. Et puis, un troisième volet que nous portions et qu'on va vous montrer, c'était la question des outils de transfert, c'est-à-dire quel type d'outils on peut utiliser pour mieux sensibiliser, pour mieux communiquer les résultats de la recherche, sous quelle forme, sous forme écrite, sur forme cartographique, etc. Et donc, l'objectif un peu général du projet, c'était d'avoir une démarche qui puisse être applicable partout, en particulier d'un point de vue de la production des outils, des bases de données urbaines, de la modélisation, des techniques et des méthodes cartographiques, par exemple. Et donc, il y avait vocation à produire des résultats pour un ensemble d'une 50aine de villes en France. Et puis, on a sélectionné 3 terrains d'application où là, on a fait un accompagnement plus proche. Dans le cas de Toulouse Métropole, l'ALADI, c'était l'accompagnement dans l'élaboration du PLUH, et ça c'était pour Toulouse, mais il y avait aussi La Rochelle et Aix-en-Marseille, où il y avait 2 partenaires, et donc ces exercices d'accompagnement se sont faits sur les expertises des équipes locaux. Donc à La Rochelle, c'était plutôt un accompagnement sur la question énergétique, puisque c'était des géographes qui travaillent sur ces questions-là, des rénovations énergétiques du bâtiment. Et sur Aix et Marseille, c'était l'équipe des juristes, et du coup, ils ont beaucoup plus accompagné l'élaboration d'outils comme le PCAET, etc. Donc voilà un petit peu un aperçu vraiment très rapide sur les objectifs généraux du projet MAPUS. Mais Cinda va vous parler maintenant du contexte vis-à-vis de Toulouse Métropole. Oui, alors je ne sais pas si vous suivez l'actualité urbanistique, on va dire. Voilà. En tout cas, il y a un événement récent qui a fait parler du PLUIH de Toulouse Métropole, qui est un document de planification qui a été prescrit en avril 2015. Dont l'élaboration a été prescrite en avril 2015, et comme tous ces documents de planification, ça prend du temps, donc à peu près 3-4 ans. Il a été approuvé donc début 2019, sachant que pour nous, la période, on va dire, dense de travail se situe plutôt entre 2016 et 2017, qui est vraiment la période durant laquelle on a travaillé avec la collectivité. Donc, c'est un document qui vient d'être approuvé il n'y a pas très très longtemps et qui en 2021 devait rentrer en révision. Mais il y a 2 jours, donc le 30 mars, la délibération a été annulée. En fait, le document vient d'être annulé par le tribunal administratif de Toulouse. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop notre faute, c'est juste, c'est donc notamment autour de le juge du tribunal administratif a jugé que le document ne prenait pas suffisamment en compte la nécessité de préserver les terres agricoles et les espaces naturels. Et voilà, c'est un coup dur globalement pour Toulouse Métropole, qui en l'espace de 3 mois a vu d'abord son PDU annulé au mois de janvier, et maintenant, donc PDU c'est le plan de déplacement urbain, et maintenant le PLUIH annulé. Alors, ça peut être une bonne chose, mais ça va prendre du temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le premier plan local intercommunal pour Toulouse, et qui fait que la ville, la métropole est passée d'une gestion, on va dire, de son occupation du sol à l'échelle des 37 communes à une gestion, on va dire, intercommunale, donc à l'échelle de cette intercommunalité. Un
Un petit mot sur la gouvernance un petit peu politique et technique de ce PLUIH qui permet de voir où est-ce qu'on a travaillé ou comment est-ce qu'on a travaillé avec la collectivité. Donc en gros, comme pour tous ces exercices-là, il y a 3 sphères d'acteurs, hein. Il y a la sphère technique qu'on voit ici. Je sais pas, mais je pense que vous ne voyez pas ma souris en fait. La sphère politique, hein, des élus qui sont dans des comités de pilotage plus ou moins restreints, et puis la sphère plus publique, hein, donc autour de l'exercice de concertation. Et donc nous, on a essentiellement, voilà, exclusivement travaillé avec la sphère technique dans le cadre de groupes de travail. Un groupe de travail qui portait sur les questions d'énergie-climat. Dans lequel donc nous étions associés avec des réunions régulières au gré des besoins des uns des autres. Donc nous travaillons sur le projet MAPUS et accompagnant en même temps ce volet plus spécifique de comment intégrer au mieux ces enjeux-là dans le diagnostic qui est en cours d'élaboration et puis ensuite dans le projet et dans la partie plus réglementaire du PLUIH. Donc c'est un compagnonnage qui a duré quelques années avec des temps forts, hein. Un premier temps fort qui a concerné au tout début essentiellement Météo France autour de la production d'un profil climatique du territoire, hein. Un profil climatique qui vise à décrypter le climat de la métropole toulousaine, mais aussi les évolutions passées et puis les projections climatiques futures. Dans le même temps, en parallèle, donc au sein du LIST, sous la houlette de Julia, il y a eu donc un travail d'analyse par type de temps, hein, pour comprendre quels sont les principaux types de temps. Tu me reprends, Julia, si je l'exprime mal. Les temps les plus caractéristiques, les plus typiques, on va dire, à Toulouse, les situations météorologiques les plus précises. Et comme le profil climatique a bien fait ressortir qu'un des enjeux principaux, on va dire, à Toulouse, c'est la question du confort d'été, eh bien, on s'est focalisé notamment sur des types de temps pour lesquels les températures journalières sont élevées, ou alors qui se caractérise par un fort îlot de chaleur urbain, donc plutôt autour du confort nocturne, on va dire, ou alors des situations qui croisent les deux, hein, et qui sont intéressantes, puisque là, c'est à la fois le confort diurne et le confort nocturne qui sont mis à mal. Donc, dans le cadre des réunions que nous avons, de travail que nous avons eu avec Toulouse Métropole et plus particulièrement donc le service, la direction de l'environnement et le service de la planification qui était vraiment aux commandes autour de ce volet-là plus précisément. Eh bien, il y a eu la production aussi de fiches thématiques, notamment 2 fiches qui intéressent là ce groupe de travail autour du bâtiment et autour de l'îlot de chaleur urbain, qui sont des fiches pédagogiques, donc destinées à acculturer, partager la culture au sein de l'institution autour des questions d'optimisation, on va dire, de la prise en compte des enjeux climatiques et énergétiques, et en même temps la production d'un memento plus spécifique autour de la question du confort climatique d'été et comment le prendre en compte, donc avec des recommandations, des exemples, donc une dimension pédagogique importante, donc destinée plus spécifiquement aux pilotes des grands projets urbains, en particulier les projets qui se font dans le cadre d'OAP, hein, d'orientation, d'aménagement et de programmation. Voilà, et qui ont permis de catalyser, si vous voulez, la production de cette culture commune et sa diffusion au sein de l'institution. À cette période-là, très au début du projet MAPUS, on a eu très vite en fait besoin de pouvoir montrer des cartes en fait
de pouvoir déjà communiquer sur un peu les spatialisations de l'îlot de chaleur urbain et l'équipe technique avec lesquelles on travaillait avait besoin de matériel un petit peu graphique pour pouvoir justement dans les réunions, les concertations avec des élus qui présentaient les différentes thématiques, avoir déjà de la matière. Donc on a eu toute une phase en attendant les simulations numériques qui devaient être faites dans le cadre du projet MAPUS. On a travaillé sur des cartographies un peu ad hoc, même développement des méthodologies pour pouvoir justement satisfaire ce besoin. On a travaillé dans un premier temps sur la production d'une carte en zone climatique locale, qui est une typologie, on va dire, de manière de caractériser la surface urbaine et l'occupation du sol, qui est très utilisée en climatologie urbaine et qui va combiner à la fois des informations sur l'occupation du sol, la forme des bâtiments et leur usage, et qui permet une première approche de la climatologie un peu par la surface, c'est-à-dire ça permet d'identifier effectivement quelles sont les zones les plus denses avec les bâtiments les plus hauts, voir quelles sont les zones plutôt végétalisées, identifier les zones industrielles ou commerciales et avoir une première lecture du territoire. Mais dans ce type de cartographie, il n'y a pas d'information atmosphérique en tant que telle. Et donc, on a travaillé aussi à cette période-là sur une méthode de spatialisation des données des températures observées à partir de la campagne Capitoul dont Valérie a déjà parlé et qui nous a permis en fait déjà de mettre en place déjà une méthode qui a été ensuite reprise par Toulouse Métropole dans le cadre du réseau du monitoring des îlots de chaleur urbain qui a été mis en place récemment en collaboration aussi avec le CNRM. Et ces cartographies permettaient justement de parler de cette question d'îlots de chaleur urbain en centre-ville de Toulouse, mais aussi déjà pour les communes périphériques en fait qui se situent dans la première couronne. Et puis, dans la deuxième partie du projet, les simulations numériques ont arrivé. On a pu travailler sur différentes représentations cartographiques qu'on va vous détailler plus en détail juste après. Et à partir de ces cartes, de ces diagnostics microclimatiques, on a pu travailler du coup en base à des ateliers pour réfléchir à des recommandations. En fait, on a pu, en plus des séances de travail qu'on a menées tout le long depuis 2015 avec la direction de l'environnement et de la réglementation urbaine. Avec l'agence d'urbanisme, on a pu organiser 2 ateliers qui avaient vraiment pour objectif de présenter des diagnostics microclimatiques et de réfléchir à des recommandations. Et dans ces ateliers, il y a à chaque fois une petite vingtaine d'agents des différentes directions, de la direction de l'habitat et du foncier, des opérations d'aménagement, des jardins et des espaces verts, la direction qui est en charge de la mobilité, la gestion des réseaux, etc. Et donc, à partir de ces discussions, nous avons pu ensuite, avec Toulouse Métropole et l'agence d'urbanisme, travailler sur 2 productions un petit peu phares. Là, va vous parler. Oui, alors là, on ne vous présente pas les articles scientifiques, publiés, mais on vous présente plutôt la partie production, on va dire, grise, qui a été prise en main par les partenaires. Donc, le guide de recommandation qui a été piloté par Toulouse Métropole, en particulier par le service de la direction de l'environnement. En collaboration donc avec le LIST, avec l'agence d'urbanisme. Et puis de l'autre côté, et c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter aujourd'hui, mais on voulait aussi partager avec vous cet atlas climatique sur le périmètre de Toulouse Métropole, qui a été donc produit par l'agence d'urbanisme et qui reprend une grande partie de la cartographie produite dans le cadre du projet MAPUS et travaillé par l'agence. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est décliné
c'est un atlas qui est décliné à l'échelle de chacune des communes de Toulouse Métropole, donc des 37 communes, avec l'idée d'irriguer aussi, là encore, et d'impliquer plus fortement les parties prenantes à l'échelle la plus locale par ces éléments de connaissance. Alors, donc nous, aujourd'hui, on va focaliser plutôt sur ce guide de recommandation de Toulouse Métropole. Donc, il est structuré, donc au-delà, avant d'entrer dans des recommandations, on va dire, l'idée c'est qu'il participe à donc cette acculturation globale, on va dire, des responsables de projet, des chefs de mission, etc., qui travaillent soit au sein de la planification, soit aussi au sein plutôt de l'urbanisme opérationnel. Donc, les acculturer à cette question de la prise en compte du climat dans leur champ. Et à partir de là, il y a une première rubrique, on va dire, qui revient sur les principaux phénomènes et indicateurs en climatologie urbaine et qui explicite donc leur fondement notamment physique. Pour ensuite ancrer ces phénomènes-là d'un point de vue territorial et montrer que ces phénomènes permettent de distinguer donc des espaces qu'on va appeler des espaces sensibles à ces îlots de chaleur urbains, à ce phénomène de stress thermique, et puis des espaces régulateurs qui sont des espaces qui ont un potentiel justement de réguler ces éléments-là, de manière à préparer ensuite un volet de recommandations dans lequel on rentrera dans le détail, qui constitue le cœur, si vous voulez, voilà, du guide. Ensuite, il y a une rubrique sur l'entreprise de monitoring dont a parlé Julia, de monitoring du climat urbain qui est en cours depuis quelques années et qui s'est notamment déroulée dans le cadre d'une thèse encadrée par Valérie Masson et Julia. Et ancré donc à Toulouse Métropole. Et enfin, ce guide finit sur une série de questions qui visent à interpeller finalement les chefs de projet, les chargés de mission, etc. Une sorte de memento. Quelles sont les questions qu'il faut se poser du point de vue du climat, de la prise en compte du climat, lorsque, donc en lien avec cette question-là, lorsqu'on est en phase de démarrage d'un projet urbain ou d'un projet de planification urbaine. Voilà, pour essayer d'ancrer dans la pratique les différents éléments du guide. Avant de rentrer dans la présentation des cartes climatiques en soi, je voulais vous donner, pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, peut-être quelques clés de lecture sur le terrain de Toulouse depuis un point de vue plutôt de la caractérisation physique du terrain. Toulouse, en fait, se situe sur une topographie qui est assez simple. Elle est située, c'est une ville, une intercommunalité qui est située dans la vallée de la Garonne, qui est assez plate en fait et qui s'étend vers l'ouest, vers ces terrasses fluviales. Et il y a deux vallées en fait des affluents, du Touche et des Lossonel, et une autre petite vallée du Delers en fait qui court en parallèle à la Garonne, qui elle traverse carrément la ville. En termes il y a pas des grands reliefs, mais on a quelques reliefs un peu notables ici au sud, avec Pêche-David, qui lui n'est pas très urbanisé, mais par contre la côte pavée qui est ici située vraiment très proche du centre-ville, elle est aujourd'hui complètement intégrée finalement à la tâche urbaine. Et nous avons quelques reliefs aussi sur les coteaux ici à l'est. D'un point de vue de l'occupation du sol, en fait, la végétation haute et dense se concentre surtout sur une forêt qui est la forêt des Bouconnes ici située à l'ouest, et avec de la végétation plus mixte ou basse ou en dehors des zones urbanisées. Point de vue plus de l'urbanisation, on peut retrouver du
coup un centre-ville ancien qu'on va appeler l'octogone dans notre discours, qui est plutôt de structure médiévale, entouré en fait des quartiers qui étaient des petites villes avant, des petits bourgs qu'on appelle les faubourgs en fait, qui entourent ce centre ancien. Donc ce cercle correspond plutôt à la tâche des l'octogone plus les faubourgs, et ensuite une urbanisation qui s'étend plutôt concentrique avec les communes qui sont en première couronne et des communes qui sont plus à l'extérieur, avec une configuration plus d'habitat et résidentiel. Il y a également pas mal de zones industrielles ici à Toulouse et commerciales, des zones d'activité liées au complexe d'Airbus, notamment ici à l'ouest avec l'aéroport, et un axe nord autoroutier avec pas mal de zones d'activité aussi au nord, avec beaucoup d'activités aussi en termes de transport, beaucoup d'utilisation des recours à la climatisation, et ça on le voit très bien aussi dans la signature en termes de niveau de stress thermique, et des zones d'activité situées plutôt au sud-ouest et au sud-est. Donc pour pouvoir faire en fait, quand on va vouloir faire un diagnostic microclimatique, ce qu'on va se poser comme question en fait, c'est de caractériser qu'est-ce qui se passe sur ce territoire, ou dans le territoire, et avec quelle fréquence. Et l'approche prise par le projet MAPUS était d'utiliser les outils de modélisation pour pouvoir produire justement ces données climatiques qui permettraient de faire cette analyse. L'outil de modélisation qui a été utilisé, c'est le modèle MESO-NH, qui est développé par le CNRM et le laboratoire d'aérologie, qui est un modèle atmosphérique qui va du coup représenter la dynamique de l'atmosphère, et qui est couplé, qui travaille avec un autre modèle, un modèle de surface qui est appelé Surfex, développé aussi par Météo France, qui est capable, lui, de représenter la ville dans son environnement naturel, et qui va représenter du coup les échanges d'énergie, des masses et des composantes des matières entre la surface et l'atmosphère. Dans le cadre du travail qu'on a fait avec Toulouse Métropole, on voulait traiter la question du confort d'été. Donc la question des niveaux de stress thermique diurne, puisque c'est un paramètre qui va fortement impacter les activités économiques ou les activités pédagogiques, par exemple en fin d'année scolaire, qui va aussi piloter le recours à la climatisation pendant la journée, et donc il y a un lien fort avec les objectifs finalement d'atténuation du changement climatique et des réductions des émissions des gaz à effet de serre. On va aussi traiter la question, et on va s'intéresser à la question du confort nocturne, c'est-à-dire que lui, il est plutôt piloté par l'îlot de chaleur urbain. Et ces phénomènes vont nous intéresser surtout parce que ils pilotent la capacité des bâtiments à se rafraîchir la nuit, et donc aussi la capacité des personnes à se reposer pendant la nuit. Et il y a un lien direct du coup avec les questions des santé. En plus des informations sur les indicateurs de stress thermique et d'îlots de chaleur urbain, on a aussi fait le choix d'analyser les questions aéroliques, c'est-à-dire les conditions de vent, pour voir où est-ce qu'on a des zones où la ventilation n'est peut-être pas suffisante, où sont les couloirs des ventilations, où il faudra qu'on fasse attention pour ne pas les bloquer, etc. Donc, dans les cadres de ces simulations, les données en lien avec le thermique sont produites par le modèle Surfex, et on va les récupérer à un niveau proche de la surface, à 2 mètres d'altitude, et l'information sur le vent, lui, il provient du premier niveau de MESO-NH, parce que le modèle urbain utilisé par Surfex ne représente pas la direction et la canalisation en fait du vent dans les rues, mais l'information pertinente, elle, se situe au-dessus de la canopée.
Donc cette simulation a été effectuée par Robert Schotter de l'équipe ville du CNRM. C'était une modélisation sur toute l'emprise de l'unité urbaine de Toulouse, donc qui va au-delà des limites administratives de Toulouse Métropole, et qui a eu une durée d'1 an, ce qui est assez long pour une simulation finalement à une résolution qui reste haute pour une simulation à méso-échelle. La résolution horizontale était des 250 mètres, et donc on avait à disposition une carte par heure, c'est-à-dire plus de 8000 des 8000 cartes pour jouer et montrer à la collectivité, etc. Effectivement, on peut pas montrer autant de cartes, on peut pas. Il faut vraiment une stratégie de synthèse. Et ce qu'on a fait, c'est puisque on avait de focaliser sur la question de la gestion du confort d'été, là l'introduit, on va focaliser sur les situations météorologiques qu'on était pose problème d'un point de vue du confort d'été. Et on a identifié 3 situations qui sont toutes les 3 très ensoleillées, avec des directions de vent un peu différentes. Ici à Toulouse, les vents prédominants sont des vents de nord-ouest, voire ouest, et des sud-est. Et donc ces 3 situations effectivement correspondent. La première à un vent de sud-est plutôt faible, mais ici les vents de sud-est à Toulouse sont toujours un peu forts quand même si ce n'est pas la situation de vent typique fort qu'on appelle de vent d'automne ici à Toulouse. Et puis 2 situations avec de vents de nord-ouest, une qui c'est la plus fréquente en été ici à Toulouse, et une deuxième avec des températures, un peu plus extrêmes, et aussi un développement de l'îlot de chaleur urbain aussi plus étendu. On va le voir. Donc, grosso modo, on s'est focalisé sur tous les jeux des simulations, sur les jours qui correspondaient à ces situations, et que pour cet été correspondait quand même à plus de 80% des jours de l'été. Je vais vous montrer le résultat pour ces 3 simulations. Je vous ai dit qu'on a analysé les données des stress thermiques et d'îlots de chaleur urbain et de vent, mais je vais vous montrer aujourd'hui uniquement des cartes pour l'instant d'îlots de chaleur urbain. Ces cartes, ce qu'elles montrent, c'est la contribution de l'urbanisation à la température de l'air nocturne. Donc on focalise sur une période nocturne juste avant la sortie du soleil, donc en fin de nuit. On voit que pour les 3 situations météorologiques mentionnées, l'étendue et l'intensité de cet îlot de chaleur urbain est différente en fonction, elles dépendent des conditions de la journée précédente et aussi des conditions de vent. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est la situation où on présente une variabilité, en fait, une amplitude thermique importante pendant la journée, des différences de température importantes entre le jour et la nuit, et des températures assez fortes qui peuvent arriver jusqu'à 40 degrés parfois, où on obtient un îlot de chaleur urbain qui peut lui atteindre jusqu'à 6 degrés pour cette situation. Je vous montre ici, c'est une carte en fait où j'ai oublié de le dire. Par exemple, pour ce type de temps, on avait 18 jours, et il existe différentes stratégies pour agréger cette information. On peut calculer par exemple l'état moyen ou la normale. Ici, on a décidé d'utiliser le niveau le plus fréquent par pixel, parce que c'est une stratégie qui à la fois nous permet de garder une bonne hétérogénéité du signal spatial, parce que la moyenne va plutôt lisser justement cette hétérogénéité, mais aussi une stratégie de communication simple, puisque, comme vous l'avez vu, ces cartes sont souvent mobilisées finalement par un intermédiaire pour aller parler à un élu ou un chef des projets, etc. Donc il faut aussi que le calcul finalement statistique qui est derrière soit quand même compréhensif et intuitif. Et donc ce niveau, c'est
ces niveaux les plus fréquents par pixel que nous on appelle du coup, nous permet d'identifier des zones de persistance, nous permet de communiquer d'une manière un peu simple sur le sujet. Donc, ce qu'on va voir, c'est effectivement un îlot de chaleur bien développé sur la commune de Toulouse, mais qui commence déjà aussi à avoir des niveaux d'exposition non négligeables sur les communes périphériques et en signature des éléments en fait naturels du territoire. Péchaville au sud, la Garonne, la forêt ici située, la forêt des Bouconnes, ou les coteaux à l'ouest. On a par exemple des valeurs assez fortes ici qui sont un peu à l'ouest du centre-ville, et en fait ça c'est un effet d'advection du vent. Ce n'est pas la surface qui va créer cette surchauffe sur cette partie qui correspond en fait au boulevard pour ceux qui sont de Toulouse, mais plutôt une advection par le vent, voilà, en fin de nuit. Et il y a aussi cette complexité justement du coup de pouvoir produire des cartographies qui à la fois ne soient pas accompagnées d'un discours expert, et du coup nous avons eu toute une phase de travail sur la sémiologie graphique pour pouvoir garder en fait l'information qu'on voulait faire passer, cette exposition forte de la commune de Toulouse et de la première couronne, des zones qui sont moins exposées mais qui peuvent facilement basculer à des niveaux forts. C'est tout ce qu'on a représenté ici en orange, où la tranche finalement elle est assez fine, c'est des plus 2 à plus 3 degrés, avec du coup cette zone de basculement qui est plutôt étendue au sud-ouest et dans les communes des premières couronnes. On s'intéressait aux zones d'activité, que plutôt la nuit, elles sont pas très exposées à l'îlot de chaleur urbain, mais par contre sont exposées d'un point de vue du stress thermique diurne, et avec des éléments naturels visibles au centre, au sud et à l'est, puisque on avait décidé de présenter cette information aussi avec une information un peu raisonnée d'un point de vue des éléments urbains. Ici à gauche, les zones bâties denses et les zones commerciales, et on a combiné cette information sur l'îlot de chaleur urbain nocturne avec les zones qui étaient potentiellement urbanisables recueillies dans le projet du PDH en 2018. On a souhaité monter d'un cran dans cette recherche un petit peu des représentations intéressantes de l'information climatique pour aller coller un petit peu à la pratique en urbanisme sur une modalité plus croquis que vous voyez ici, où justement on continue à faire ressortir exactement les mêmes types d'informations, les expositions fortes sur la commune de Toulouse et les communes périphériques, ce qui était important parce que, par exemple, les maires des communes des premières couronnes ne sont pas toujours conscients qu'ils contribuent aussi déjà à des expositions fortes et à ces développements de l'îlot de chaleur urbain pour Toulouse. Et ces zones finalement à basculement et les zones des régulations thermiques sur le territoire pour lesquelles, si des nouveaux projets d'urbanisation apparaissent, il faudra faire attention. Ici, je vous ai montré plutôt la démarche et les cheminements d'un point de vue de l'analyse climatique et aussi cartographique qu'on a suivi pour l'îlot de chaleur urbain. Mais on a fait cet exercice également pour l'indicateur de stress thermique qui est produit par modélisation, qui est un indicateur qui s'appelle UTCI, et aussi pour les conditions de vent. Et ce qu'on va voir, juste, je vais le dire très rapidement, mais ce qu'on voit, c'est que pendant la journée, on va effectivement avoir un centre-ville qui correspond au centre ancien, au centre médiéval plutôt frais, un îlot de fraîcheur ici en centre-ville naturel, on va dire, mais plutôt un confort thermique qui est marqué dans la zone des faubourgs, et lui en configuration des rues plus ouvertes et peu végétalisées, et du coup avec reçoit l'ensoleillement d'une manière très directe. Et les zones commerciales, elles, et d'activité qui sont très artificialisées et pour certaines avec un recours à la climatisation assez accru. On a fait l'analyse du vent plutôt en journée pour accompagner justement ces cartes des stress thermiques, et des nuits
pour mieux comprendre les conditions aussi en lien avec l'îlot de chaleur nocturne. Et on peut voir justement, du coup, on essayait de représenter différents impacts du territoire sur l'écoulement du vent, avec une zone où la force du vent est très ralentie, en fait, et qui correspond vraiment à ce périmètre de l'octogone et des faubourgs. Des zones en gris un peu plus foncé où le vent est ralenti par l'effet de l'urbanisation ou l'effet plutôt de la topographie. Et cette zone, en fait, des vents ralentis qui s'étale ou pendant la nuit et qui prend la forme d'une banane un peu en verticale en suivant cette forme de la vallée de la Garonne. Voilà. Donc l'idée de ces cartes, c'était d'identifier les endroits où on peut avoir effectivement des zones bien ventilées, comme c'est par exemple le cas de la zone d'Airbus qui a une configuration finalement assez aérée, avec les bâtiments assez séparés et pas très hauts. Des zones bien ventilées aussi sur la vallée de la Garonne, mais des zones peut-être problématiques plus près du centre-ville. Donc voilà un petit peu l'analyse microclimatique dont on disposait et qu'on a pu présenter à plusieurs reprises lors des ateliers et qui sont un petit peu le matériel qui a été ensuite utilisé pour le guide des recommandations. Oui, donc en discussion avec les partenaires de Toulouse Métropole, il a été décidé collectivement de présenter en fait les recommandations de deux manières. D'abord, un premier bloc de recommandations un peu générique, c'est-à-dire l'accent est mis dans ces recommandations sur les leviers d'action qui peuvent être utilisés un petit peu partout et donc qui explicitent bien le rôle, par exemple, de la végétation, des techniques d'ombrage, le rôle de la forme urbaine, des hydrosystèmes et des matériaux dans l'amélioration du confort climatique dans les projets urbains. Et puis a surgi aussi, c'est à la demande donc de Toulouse Métropole, un besoin de territorialiser beaucoup plus ces leviers d'action, c'est-à-dire d'avoir une réflexion qui ne soit pas simplement générique, mais qui prenne corps sur la ville et ses différentes composantes, on va dire. Et donc, c'est ainsi que l'on a aussi adopté cette entrée par secteur géographique, où l'on distingue donc peut-être des préconisations, des leviers d'action spécifiques pour le centre historique, l'octogone, les faubourgs dont on vient de parler, les centres-villes des communes proches de première couronne, les zones commerciales, et puis aussi des actions qui seraient transversales et qui se déploieraient à l'échelle du grand territoire dans le cadre donc de la planification. Alors, on ne peut pas vous montrer l'ensemble, bien évidemment, mais on a choisi de faire un zoom sur deux extraits. D'abord, un extrait sur la première partie, on va dire, des leviers d'action génériques. Et là, on a choisi la question des formes urbaines comme levier d'action. Donc, sachant que de ce point de vue, du point de vue, on va dire, de la forme urbaine, il y a un effet important sur à la fois l'environnement venteux et puis aussi sur la répartition spatiale, on va dire, des zones plus ou moins ensoleillées ou plus ou moins ombragées. Et donc, ce sont les deux principaux leviers par lesquels agissent finalement les formes urbaines. Alors, très rapidement, parce que je vois qu'on arrive, je crois, au bout du temps qui est le nôtre. Et on a décliné cela à différentes échelles. Donc à l'échelle de la rue, on sent bien l'importance de l'orientation de la rue et de sa forme, l'importance du rapport entre la hauteur du bâti et la largeur de la rue, la végétation, mais aussi le positionnement en fait du bâti par rapport au couloir de ventilation et donc l'orientation des rues par rapport au couloir prédominant de ventilation, la nécessité de préserver les rives et les crêtes qui ont un potentiel régulateur tout à fait intéressant.
Et puis, le fait de bien réfléchir à la forme urbaine qui permet de mieux optimiser finalement l'espace et qui permet de limiter l'imperméabilisation des espaces qui ne sont pas encore construits et qui sont donc des sources de régulation thermique. Donc, de ce point de vue, on a détaillé enfin la collectivité a détaillé dans le guide, par exemple, cette forme urbaine qu'on retrouve souvent à Toulouse et dans d'autres lieux, et qu'il s'agit peut-être de préserver, c'est-à-dire avec des bandes principales de constructibilité qui permettent de préserver des cœurs d'îlots qui peuvent être donc ainsi végétalisés et qui vont assurer pleinement un rôle de régulation thermique. Un autre exemple là, issu plutôt de la partie, on va dire, territorialisée des recommandations, un focus sur les zones de faubourg, hein, comme a expliqué Julia, ce sont les parties qui souffrent le plus, on va dire, d'un fort inconfort thermique en journée, en particulier en fin de journée, parce que très fortement ensoleillé par cette morphologie de rue. Et donc là, insister sur l'importance de réfléchir, de prendre en considération l'orientation des rues. Lorsqu'elles sont nord-sud, eh bien, on va avoir une longue exposition des façades qui sont situées à l'ouest, et donc ce qui va nécessiter des protections solaires. Pour les rues est-ouest, c'est plutôt les chaussées et les trottoirs qui vont être très fortement exposés, et donc on préconise des dispositifs d'ombrage qui vont aller au moins sur protéger un côté du trottoir. Ceci étant, donc, les zones de faubourg présentent une caractéristique tout à fait favorable d'un point de vue architectural et urbanistique, c'est ils sont souvent configurés en îlots, et donc c'est assez stratégique de vouloir conserver, alors même que ces espaces sont en très forte mutation, hein, ce sont des espaces qui sont en train d'être densifiés actuellement à Toulouse, et donc nécessité de préserver cette configuration en îlot avec cette végétalisation en cœur d'îlot et surtout ces logements traversants qui peuvent ainsi bénéficier du contraste d'exposition qui va permettre une ventilation, on va dire, naturelle. Et puis des préconisations autour de la manière d'articuler. Ces faubourgs débouchent souvent sur des couloirs de ventilation qui sont la Garonne ou qui sont les canaux, hein, les différents canaux qu'il y a à Toulouse. Et donc la nécessité de bien travailler cette articulation au moment où le faubourg vient s'accrocher, vient s'articuler donc à ces couloirs de ventilation pour permettre donc un meilleur rafraîchissement, on va dire, une pénétration de ce rafraîchissement apporté par les couloirs. Donc tout cela est issu des ateliers, des fameux ateliers que l'on a tenus avec les différents services, hein, différentes personnes à Toulouse Métropole. Et enfin, donc là je ne le commenterai pas, mais c'était un focus sur le petit memento, les questions un peu stratégiques à se poser lorsqu'on est en début de projet urbain pour avoir en tête cette préoccupation en fait de régulation climatique des espaces à produire. Donc on arrive à la fin de cet exposé où il ne s'agit pas de faire réellement une conclusion parce que finalement, on a présenté une action développée essentiellement dans le cadre de ce projet MAPUS, mais on voulait plutôt vous faire partager avec vous donc les prolongements et les perspectives à l'issue de ce travail. Donc pour vous dire que effectivement MAPUS est clos, mais que qu'on vient de clore très récemment un projet qui lui fait pendant, qui s'appelle Pandora, qui a été financé par l'ADEME, où il s'agissait de continuer à travailler dans la perspective de MAPUS, à la fois sur le volet, on va dire, base de données, production de données quantitatives, mais aussi sur l'accompagnement
le compagnonnage avec Toulouse Métropole. Et là, on a essayé de creuser un petit peu plus, d'aller au-delà simplement de l'exercice réel, en réfléchissant sans contrainte de temps, de temporalité de la collectivité, et sans contrainte peut-être voilà, de choix politiques ou administratifs, à la manière d'améliorer finalement le diagnostic au sein du PLUI dans sa dimension adaptation. Et puis on a conçu dans ce cadre-là donc un guide méthodologique qui est dans la collection de l'ADEME qui s'appelle Les clés pour agir. Et donc c'est un guide méthodologique que vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'ADEME qui s'appelle Kit des données clés de l'adaptation, diagnostiquer l'adaptation au changement climatique dans les documents d'urbanisme. Donc parallèlement à cela, les suites de cette action menée avec Toulouse Métropole consistent actuellement à construire des événements, des formations qui visent à élargir un peu la diffusion des éléments qu'on a construits dans le cadre de cette collaboration, qui vise d'une part pour certains événements assez ouverts, essentiellement à sensibiliser les élus, hein, puisque je vous ai dit que l'interaction a été essentiellement avec la sphère technique au sein de la collectivité. Ensuite, la sphère technique, bien évidemment, interagit fortement avec les élus. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir ces événements peut-être plus largement aux élus, et puis aussi de former, de s'acculturer ensemble entre agents de Toulouse Métropole, mais aussi de la société, de la SEM, hein, de la Société d'économie mixte, l'aménageur de Toulouse Métropole, qui s'appelle OBIDEA, et puis l'agence urbaine, de faire des formations communes, en fait, ouvertes à ces différentes institutions, et dans lesquelles l'objectif n'est pas de faire des conférences sur comment fonctionne le microclimat, mais plutôt de travailler à partir de projets concrets à traiter donc ces différentes institutions et réfléchir ensemble en mettant côte à côte finalement les différentes expertises. Voilà, donc Julia prend la suite. Donc, d'un point de vue un petit peu de la recherche en termes de cartographie climatique, ça nous ouvre aussi ce travail différentes perspectives que je vais aborder vraiment très rapidement. Vous l'avez vu, le travail finalement de territorialisation des recommandations, etc., est quelque chose vraiment à faire au cas par cas. Hein, on peut pas monter en généricité de ce point de vue-là, mais par contre, du point de vue des outils, on a des données aujourd'hui pour une cinquantaine de villes en France et ça nous permet justement de travailler peut-être sur l'automatisation de l'identification des zones en jeu, même explorer des nouveaux modes des représentations comme les modélisations chorématiques. Je vous présente très vite ici, mais maintenant que vous avez suivi un petit peu toute la démarche, si je vous montre cette carte et vous pouvez peut-être, identifier cet îlot de fraîcheur de Toulouse au centre avec un îlot de chaleur urbain qui a plutôt tendance à l'extension et des centres-villes périphériques et des éléments régulateurs d'un point de vue naturel. Et ces langages en fait chorématiques et des méthodes, des modélisations géographiques, représentent aujourd'hui pour nous une des voies un petit peu d'exploration qui correspond très bien à finalement à la compétence en fait ici en interne dans l'équipe avec des gens comme Laurent Gégou, Najla Touati qui travaillent sur ces questions des représentations chorématiques. Voilà un petit peu en termes de perspective et merci beaucoup de votre attention avec le contenu qu'on avait à vous présenter. Ben, merci beaucoup Cinda et Julia pour cette présentation très riche et très intéressante. Je vous propose qu'on fasse une petite série d'échanges jusqu'à 11h30 avant de
de passer la parole à Charlotte. Alors, il me semble qu'il y avait une question de Julie, André. Peut-être que Julie voulait la poser directement oralement, sinon je peux la lire. Je peux essayer si vous m'entendez bien. On vous entend. Super. Ma question, ça portait sur le passage justement de ces cartes assez scientifiques où on a la distribution de la température, par exemple, sur l'ensemble de la métropole, à quelque chose de plus schématique. Est-ce que ça, c'est un gros travail avec les élus ou c'est seulement au niveau technicien que ça se passe? Est-ce que comment tu peux avoir des retours de certaines politiques qui pourraient s'opposer d'une certaine manière à cette schématisation et donc comment est-ce que vous avez fait ça? C'est un travail, donc nous n'avons pas travaillé avec les élus directement. Comme Cinda l'a dit, c'était plutôt la sphère technique. Ça a été plutôt un cheminement. En fait, nous au départ, dans le projet, on pensait qu'une manière intéressante de représenter les données était de projeter en fait l'information qu'elle au départ était sur une maille, hein, c'était un raster, donc une représentation pixelisée comme je vous l'ai montré tout au début, projetée à l'îlot, qui était un découpage, donc l'îlot urbain, le pâté des maisons, ce qui permet de reconnaître en fait la forme finalement des surfaces urbaines qui sont exposées. Et ça a été le premier essai un petit peu de notre part de représenter les données différemment. Et à ce moment-là, je pense que l'équipe des personnes avec lesquelles on travaillait n'était pas très prête en fait à ce type de représentation. Où, on voyait tellement la forme urbaine et pourquoi sur, par exemple, on voit très clairement que le cimetière, la nuit, il est plutôt très frais et ça fait un pixel ou un endroit très défini, très proche du centre-ville et bon, ça posait quelques questions et du coup on a décidé de reprendre un petit peu cette représentation dans un premier temps en pixels et de travailler autrement et de peut-être de se coller plus à des représentations un peu plus croquis c'était pas une question ils voulaient pas. Il y avait des questions politiques, de pas montrer c'était juste de suivre un cheminement, de montrer. Voilà, au départ, par exemple, ce qui nous a été dit, si vous montrez des pixels, ça fait plus scientifique. Voilà, c'est un peu comme, c'est plus crédible, du coup. Et le travail de passage, du coup, du pixel, parce qu'on a maintenu cette représentation en pixel pas mal sur les cartes d'analyse thématique, comme vous l'avez vu, et ensuite, on a travaillé sur du croquis. C'était pour faire mieux correspondre peut-être les formes des phénomènes à des pratiques des différents services. Effectivement, il y a un service qui est dédié à l'aménagement de l'octogone. Il y a des services qui sont dédiés aux questions sur voilà les périmètres ou des chefs des projets qui sont et donc ça permet en fait de tout en gardant l'information ou le message scientifique qu'on veut faire passer, de mieux coller aux formes des métiers ou des responsabilités de certains services. C'était un petit peu dans ce sens-là. Mais pour revenir à cette représentation en îlot, moi je me rends compte que c'était finalement juste une question de temporalité. Par exemple, l'atlas publié par la UAT, qui eux-mêmes ont maquetté et fait les cartographies, à l'échelle de la commune, c'est une représentation à l'îlot. Donc il y a aussi parfois juste des temporalités un petit peu différentes et il faut respecter aussi ces différentes pas et puis aussi se mettre en question. Ça nous a permis de partir sur d'autres types de représentations ensuite plus en croquis. D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas, j'espère que rien ne m'échappe là. Bon, bah, à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions pour le moment, je vous propose qu'on passe directement à la discussion
de Charlotte Alperne, et puis ensuite on aura de toute façon un temps d'échange pour revenir sur